Bonjour Marco. Bonjour. Aujourd'hui, dans le cadre du projet Tamar la loi de cœur, que je t'ai expliqué que c'est un projet qui protégera la fille qui était victime et la femme qui était victime de la violence conjugale et aussi de la proxénétisme. J'étais invitée pour faire cette interview et aussi je voulais voir le côté inverse de la personne qui était victime. Ça veut dire de se mettre dans la peau de la personne de l'autre côté. Et dans ton cas, tu étais de la côté de proxénète, si c'est bien ça. C'est ça. C'est ça. Est-ce que tu peux m'expliquer un petit peu ton histoire et qui tu étais comme un homme? Bon ben voilà, j'ai commencé très jeune. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais pour faire commencer une fille qui travaille, pour travailler, il faut déjà trouver la fille qui est mise dehors de chez ses parents. C'est beaucoup plus facile qu'il n'y ait personne derrière elle pour la faire commencer. La deuxième chose, c'est la faire tomber amoureuse de toi. Lui promettre monts et merveilles, la faire rêver. Une fois qu'elle a confiance en toi, tu lui proposes de travailler. Et puis quand elle a commencé, il faut la gâter, il faut prendre soin d'elle. C'est quoi qui a fait que tu as décidé d'exercer, entre guillemets, ce métier? C'était quoi le déclencheur de te mettre dans ce milieu et de devenir un proxénète? La première chose, c'est de ne pas travailler. Et on sait bien que le proxénétisme rapporte énormément d'argent. Mon but, c'était d'avoir le plus d'argent possible, de vivre mes rêves, les grosses voitures, les voyages, la réputation. Et comment tu as trouvé la première fille qui a commencé à travailler pour toi? Qu'est-ce qui s'est passé? Oh, elle était à la rue. Elle était à la rue, elle volait. Elle volait dans les magasins. Elle avait la réputation d'être une fille facile. Donc je me suis dit que c'était le moment ou jamais de tenter ma chance avec elle. Ce que j'ai réussi à faire très vite. Elle a été fêtée ses 18 ans dans un bar. Je lui avais promis de vivre à l'étranger, au soleil, dans une grosse villa. Avoir la belle vie, quoi. Donc, elle a accepté directement. Elle a été travailler. Tu lui as dit qu'elle va travailler comme une prostituée? C'est ça, prostituée. Puisque cette fille-là le faisait gratuitement, je me suis dit pourquoi pas le faire pour de l'argent. Comment ça, elle le faisait gratuitement? Qu'est-ce que tu veux dire par ça? Disons qu'elle aimait bien se droguer, elle n'avait pas d'argent. Elle volait pour sa drogue. Elle se faisait baiser par des gens pour avoir de la drogue. Donc je me suis dit que la prostituée avec une protection serait mieux pour elle. Et puis, comment ça s'est déroulé la suite? Elle a commencé à travailler pour toi? C'est ça. Elle a commencé à travailler pour moi. Donc on s'est fixé une somme par jour. C'était 1000 euros. 1000 euros par jour, elle ne revenait pas sans avoir fait ces 1000 euros. Donc on a très vite acheté de belles voitures, loué de belles maisons. Et voilà. Est-ce que tu prenais soin d'elle? Parce que dans le proxénète, souvent les filles, ils n'ont rien. Les mecs qui prennent tout leur l'argent, ils n'achètent rien, ils ont négligé, ils ont un seul robe avec laquelle ils travaillent. Est-ce que toi tu prenais soin d'elle? Et si oui, comment exactement? Oui, je prenais soin d'elle. Je voulais qu'elle soit la plus belle pour aller travailler. Donc c'est-à-dire que on a refait l'essai,
On allait chez le coiffeur régulièrement, les plus beaux vêtements, mais en dehors de ça, elle n'avait rien. Donc c'est-à-dire que elle n'avait que quand elle était avec moi. Elle était renfermée à la maison, elle ne pouvait pas partir seule. Impossible. Est-ce qu'elle avait contact toujours avec ses amis, ses parents? Je lui ai fait couper les ponts avec tout le monde. Elle n'avait plus personne. Plus d'amis, plus de parents, plus de famille. C'est quoi la raison? Que si sa famille apprenait ça, ils allaient lui ouvrir les yeux, qu'elle allait certainement arrêter. La famille n'aurait pas été d'accord. Et elle était la seule fille qui elle travaillait pour toi ou par la suite tu as eu des autres aussi? Au début, c'était la seule. Puis, l'argent m'a monté à la tête. Donc, je sortais tous les jours. Tous les jours, je rentrais avec des filles différentes. Jusqu'à ce que je trouve la deuxième qui a accepté. Donc, ça a commencé avec une, deux, et puis j'ai fini avec trois. Elles habitaient chez moi. Ça a duré minimum 1 an, maximum 2 ans avec la fille. Puis, elle repartait. Mais Ils se connaissaient entre eux en fait? elles ne se connaissaient pas du tout au début. Puis ils ont fait connaissance. Je cherchais des filles bisexuelles pour faire des trios. Et que ma femme était complice. Ma première femme était complice pour mettre la deuxième avec elle en vitrine. Et ils n'étaient pas jaloux entre eux parce qu'au départ tu lui dis que tu lui proposes une belle vie, qu'ils vont avoir des villas en étranger, etc. Je suppose que tu as fait fort amoureux avec chaque fille. Et après ça, pendant un moment, ils se retrouvent tout le monde ensemble. Il n'y avait pas de filles qui n'étaient pas contentes vis-à-vis de ça. Oui, au début elle était jalouse, mais je lui disais que c'était que pour gagner plus d'argent, que plus il y avait de l'argent, mieux c'était. Ma première femme, il faut savoir que elle est 50% pour les hommes, 50% pour les femmes, mais d'un côté ça lui arrangeait. Elle était très attirée par le sexe, donc c'est une chose qui lui dérangeait vraiment pas. Pour la jalousie, en fait, ce qui était bien pour moi, c'est qu'elle faisait un concours toutes les deux. Celle qui me rapportait le plus, c'est celle qui avait le droit de dormir avec moi la nuit. Intéressant. Et tu dis que tu prenais soin d'eux, que tu les achetais tout, tu les ramenais chez le coiffeur. Et quand est-ce que tu ne prenais pas soin d'eux dans le sens, quand est-ce que tu devenais méchant avec eux? Je devenais méchant par rapport au mensonge. Le mensonge, c'est une chose que je ne supportais pas. Et la drogue aussi. Donc je ne voulais pas qu'elle se drogue, puisque la drogue, ça coûte cher. Donc c'était en partie mon argent qu'elle prenait pour se droguer. Donc on vérifiait les allées, les sorties des clients. On contrôlait les préservatifs dans les poubelles. On calculait au maximum comme ça, quoi. Quand les filles mentaient, c'est là qu'elles étaient frappées. Parfois même les réanimer, tellement elles étaient frappées. En fait, si je comprends bien, quand une fille elle s'est droguée, toi tu aimais pas parce que d'un, elle prend de tel argent, et aussi, je suppose, par rapport à sa santé. Oui, bien sûr, bien sûr. La première c'était par rapport à sa santé, puisque nous avons eu un enfant ensemble. Donc voilà, c'était pour sa santé. Les autres, c'était pour l'argent. Et au niveau, tu dis que tu t'es fâché et tu comptais les préservatifs. Ça veut dire qu'ils avaient par exemple 10 préservatifs et ils doivent avoir 10 clients et X l'argent par rapport à ces clients. Et s'il manquait quelque chose, là tu comprenais qu'un fille peut-être était menti et qu'elle a mis l'argent sur le côté. Oui, en fait, il y a le temps qui était calculé aussi. Donc une passe on va dire 50 €, c'était pour 15 minutes.
Voilà. Si le client restait 1 heure, c'était 175 €. Donc on calculait tout, les préservatifs, le temps que le client restait. Et par rapport à ça, on savait calculer plus ou moins. En fait, pendant que la fille, elle travaillait, tu étais toujours tout le temps là. Oui, tout le temps. Tu observais. Tu observais qu'est-ce qui se passe, Quand ce n'était pas moi, c'était un homme bras droit, on va dire ça comme ça, qui surveillait à ma place. Et comment tu trouvais les clients? Pour les filles. Bon, c'était en vitrine, c'était du passage, c'était des clients de passage, Ils travaillaient en vitrine en fait. c'est ça. Et comment tu te sentais en fait? Parce que ça, qu'est-ce qu'on a discuté juste quand on commence l'interview, tu m'as dit que tu étais quand même assez violent avec les filles. Comment tu te sentais après avoir exercé certaines violences sur les filles? Comment tu te sentais quand tu les voyais? Je ne me sentais pas sale, on va dire. Je n'avais aucun remords. Pour moi, c'était mon boulot, c'est tout. C'était juste un boulot, comme un autre. Je n'avais pas de limite. Tu m'as dit tantôt que tu te croyais dans un film. C'est ça, c'est comme dans les films. C'est comme si j'étais dans un film de mafia. Je me prenais pour un gros proxénète, comme dans les films. Et en fait, tout ce que tu voyais, c'était l'argent dans ça. L'argent, oui. Je voyais l'argent, je voyais ma réputation grandir. Les gens me craignaient, j'étais tout le temps armé. Je faisais la fête avec tout le monde. J'étais bien, pour moi j'étais bien à ce moment-là. Et est-ce que tu as eu des histoires avec les autres mecs? Oui, bien sûr. Une fois qu'on attrape une réputation, beaucoup d'argent, de belles voitures, on attire les autres proxénètes, les gens jaloux qui essayent de voler des femmes puisqu'ils connaissent la somme de ce qu'elles rapportent. Donc, on a eu plusieurs confrontations. C'est venu jusqu'aux armes. Et est-ce qu'il y a eu des filles qui sont parties avec des autres mecs? Oui, il y en a qui sont partis, mais on s'est trouvé des arrangements, donc ils ont dû payer la fille, quoi. Ils ont dû payer, on va dire, 6 mois de ce que la fille rapportait. Ils ont dû payer une somme de 6 mois en un coup, pour être tranquille, quoi. Sinon ça partait en guerre. En fait, si je comprends bien, c'était comme un, entre guillemets, petit marché entre les mecs par rapport aux filles. C'est ça, c'était comme un petit marché. Voilà. J'en ai déjà acheté, j'en ai déjà vendu. C'est qui des filles qui étaient ici dans le pays, ou tu as eu des filles qui viennent de l'étranger aussi? Des filles qui étaient dans notre pays et des filles de l'étranger également. En Russie, par exemple, on avait un catalogue, on pouvait les choisir. Ça coûtait 3 000 € pour les faire venir et un petit pourcentage tous les mois qu'on leur donnait, qu'ils envoyaient à leur famille. Un catalogue pour des femmes? C'est ça, catalogue de femmes que tu peux choisir. Voilà. Et tu m'as dit qu'il y a une fille, par exemple, qui travaillait 1 an, 12 ans pour toi, et après ça, elle devenait quoi, cette fille? Elle était soit vendue ou elle partait tellement qu'elle avait ramassé des coups, elle allait porter plainte, donc on l'a laissée tranquille. Pour ne pas se retrouver en prison, on préférait laisser tomber, quoi. Est-ce que tu as été déjà en prison? Oui, j'ai été plusieurs fois en prison. La première fois, je suis resté 1 an. J'avais pris 6 ans, mais j'ai fait appel. Et entre le tribunal correctionnel du départ et de mon appel, il y a une fille qui est décédée, n'a pas réussi à se présenter, donc ma peine est redescendue. Et c'était quoi Peux-tu m'expliquer un peu la raison pour laquelle tu as été en prison? C'est-à-dire que une des filles me mentait
Elle prenait de la cocaïne en cachette. Après plusieurs reprises, elle ne m'écoutait pas, donc je lui ai mis un coup de poing, elle a eu la mâchoire cassée. L'autre fille qui a porté plainte, en fait, je l'ai menacée avec une arme dans la bouche. Parce qu'elle cachait la vérité de l'autre fille. Elle est au courant de ce qui se passait, elle m'avait rien dit. Donc pour finir, cette fille-là a pris peur aussi, a été portée plainte. C'est celle qui est décédée, qui n'a pas su revenir au tribunal quand j'ai fait appel. Elle est décédée de quoi? Elle a fait une overdose. En fait, souvent, beaucoup de les filles qui travaillent dans ce métier, ils prennent la drogue. 80% de filles prennent de la drogue, oui. Et par rapport à toi, c'est quoi la raison qu'ils prennent la drogue? Si tu peux répéter la question. C'est quoi la raison pour laquelle les filles prennent la drogue souvent quand elles travaillent? Soi-disant, c'est pour tenir le coup les nuits. Mais dans mon cas, c'était pas possible puisque je ne les obligeais pas à travailler vraiment toute la nuit puisque si elle était trop fatiguée le lendemain, elle ne savait pas aller travailler. Donc voilà, je pense que plutôt les filles qui sont tombées dans la drogue, c'est par rapport à la prostitution. Et quand une fille commence à travailler en prostitution, c'est souvent que toutes les filles que moi j'ai connues en tout cas, la plupart étaient violées par leurs proches, par leurs parents. En fait, c'est des filles qui ont avec un dur passé, c'est des filles qui sont pauvres, c'est des filles qui ont rien, qui commencent de faire ce métier et qui trouvent des mecs derrière. Oui, la plupart du temps, les filles qui commencent à travailler, c'est ceux qui n'ont pas eu un beau passé. Il y a des filles, l'autre côté des filles qui, eux, travaillent, qui sont très intelligentes, ne travaillent pour personne, gardent leur argent. Les autres filles, la plupart, peuvent gagner 1 000 € par jour, le lendemain, elles n'ont plus rien. Elles déposent. Et est-ce que, par exemple, parce qu'effectivement, il y a des filles qui exercent le métier sans des mecs derrière, est-ce que les mecs, ils ennuient ou ils aillent chercher les filles qui travaillent toutes seules? Quand ils voient qu'elles gagnent par exemple bien, tu vois une fille qui gagne super bien, mais elle est toute seule derrière, est-ce qu'il la prend dans son camp? Souvent, c'est toujours quelqu'un derrière. Parfois, on pense que la fille n'a personne, mais elle a quand même une personne qui reste bien discret. Ou alors, elle a des relations dans la police. Et elle est bien protégée, d'une façon ou d'une autre, elle est protégée. Elle ne fait jamais ça, je pense, sans protection. Et au niveau de la relation client-fille, on sait bien que souvent il arrive des problèmes avec les clients. Est-ce que tu peux me dire c'est quoi exactement les problèmes qui devenaient avec les clients? La plupart des clients essayent d'avoir des relations sans préservatif, ou les enlèvent pendant l'acte, et c'est là que ça commence à partir en couille avec la fille. Il y a des filles qui se sont fait frapper par le client. Heureusement, moi je surveillais tout, j'étais souvent là, derrière la porte, ou parfois même caché en dessous du lit. Quand elle avait des clients, par exemple, un peu sous ou un peu bizarres, j'étais souvent à l'intérieur, caché dans une garde-robe. On évitait les clients qui avaient bu, surtout le week-end. On était très, très sélectifs, on va dire. Ça m'est déjà arrivé de sortir un client moi-même quand je voyais l'état, son état, quoi. Est-ce qu'il y a un de tes filles a déjà été par exemple à l'hôpital ou a eu des problèmes graves suite à un client? De mon côté, non. De mon côté, non. J'en ai connu énormément qui se sont fait frapper, même tuer par des clients. Mais de mon côté, non. Les hôpitaux, c'était plutôt ça venait de moi, quoi, mais pas des clients. Mais il y a eu déjà des filles dans tes connaissances qui ont décédé. Oui. Est-ce que tu connais une histoire dans laquelle une fille est décédée? C'était quoi la raison? Je n'ai jamais connu la raison. Apparemment, la fille ne voulait pas faire l'amour sans préservatif.
Donc elle a reçu des coups de cendrier dans la tête jusqu'à mort sans suivre, quoi. Et tu parles souvent dans les dernières choses que tu dis, tu parles souvent le fait que les clients ils demandent de faire des actes sexuels sans protection. Je sais qu'il y a certains mecs, certains macros qui obligeaient aussi les filles qui travaillent pour eux de travailler sans protection parce que ça gagne de l'argent extra. Est-ce que pour toi c'était le cas par rapport à tes filles? Non, moi j'ai toujours voulu qu'elles travaillent avec des préservatifs. Peu importe ce que les clients donnaient, je pensais quand même à leur santé, à leur bien-être. Et moi comme en tant que... Elles habitaient chez moi en fait. Souvent les filles, elles habitaient chez moi et c'est moi qui avais des rapports sexuels avec. Donc je voulais me protéger avant tout, moi, qui leur faisais l'amour sans préservatif. Donc les clients, c'était pas possible sans préservatif, quoi. Est-ce que tu aimais un de les filles avec qui tu étais, un de les filles qui travaillait pour toi? Non, c'est pas que je les aimais pas, j'étais pas amoureux. C'était juste pour moi c'était mes rentrées d'argent et mon amusement sexuel, quoi. Et aujourd'hui, après tout, qu'est-ce qui s'est passé, ton passé, où tu es, est-ce que tu arrives d'aimer aujourd'hui actuellement? Oui, bien sûr, j'ai stoppé tout, et je suis amoureux. Je suis amoureux d'une fille, là. Ça fait quelques années qu'on est ensemble. Et qu'est-ce qui a fait que tu as arrêté tout? C'était quoi le déclic pour que tu arrêtes tout ça? Déjà, le monde de la nuit, c'est plus pour moi. Puis j'ai eu des enfants. Pour eux, j'ai arrêté. Et puis l'âge m'a assagi. Je suis bien mieux maintenant que dans mon passé. Même si j'ai pas autant d'argent, mais ma vie est beaucoup mieux rangée. Est-ce qu'aujourd'hui tu as des regrets? Des regrets? Ouais. De ne pas avoir mis mon argent de côté. C'est souvent Oui. la Ouais. Je sortais tous les jours, je visais 3 000 € en discothèque, et puis le lendemain 4 000. J'allais au casino, je visais 20 000. Je visais 50 000 € par semaine, ça m'arrivait. Tout cet argent-là, mon père me disait garde-le, mais je ne l'écoutais pas. Et aujourd'hui, actuellement, si tu fais ce témoignage, c'est quoi exactement ton objectif? Qu'est-ce que tu veux transmettre comme un message avec ton témoignage? C'est un message qui est destiné plutôt aux filles, un message qui est destiné plutôt à la public de raconter un petit peu qu'est-ce qui se passe derrière, parce que tout le monde qui parle de prostitution, ils pensent que les filles travaillent, la vie est rose, ils gagnent l'argent, etc., etc. C'est quoi ton but derrière ce témoignage que tu fais? Ben, le but, c'est que il faut prévenir les filles qu'elles sont trop naïves, elles tombent vite dans un piège de cœur. Il faut se méfier de tout le monde, même d'une personne que vous croyez qui vous aime, il peut vous manipuler. Ce qui m'a fait devenir comme ça, c'est que ma fille a l'âge aussi de pouvoir faire un métier pareil, et je ne voudrais pas qu'elle tombe sur un homme comme moi j'étais dans le passé. Donc j'ouvre les yeux aux filles qui veulent faire ce métier-là, qu'elles le fassent bien tranquille chez elles, avec une petite protection, mais la vitrine et tous les clubs et tout, c'est très malsain. Vous tombez dans un engrenage où vous allez perdre de toute façon tout, que ce soit la garde de vos enfants, votre argent, votre santé. Il faut avoir une bonne personne de confiance avec soi, mais vraiment pas n'importe qui. Qu'est-ce que tu en penses? Parce que la prostitution, en fait, ça restera un métier.
Ça, c'est depuis des époques, depuis des siècles, et ça restera toujours. Et d'une certaine manière, grâce à la prostitution et grâce à les filles qui y travaillent, il y a beaucoup des hommes qui peuvent, entre guillemets, trouver le bonheur, et il y a beaucoup moins de viols, beaucoup moins d'agressions. Qu'est-ce que tu en penses que ça manque dans notre société aujourd'hui, actuellement, pour que ce métier puisse être... Et peut être un métier qui est plus sain au niveau de violence, qui est plus sain au niveau du harcèlement de la fille. Qu'est-ce qui manque pour que ça se déroule bien? Voilà. Je pense que tous les bars vitrines devraient fermer. Je pense que seuls les salons de massage, les maisons closes où les filles sont surveillées par caméra, je veux dire, l'entrée du client est filmée, là il y a beaucoup plus de sécurité, mais les vitrines, je pense que c'est beaucoup ça qui attire la violence et la maltraitance vis-à-vis des proxénètes sur les femmes. Quand tu es dans une maison close, le proxénète n'a pas le droit d'être là, donc la fille fait déjà ce qu'elle veut. C'est la gérante de la maison close qui gère un peu les filles et je pense que c'est beaucoup mieux pour eux. Aucune drogue n'est accessible, très, très rarement. Les clients n'oseraient pas faire du mal à une fille dans une maison close. En fait, la lue, c'est une des premières choses qui est très importante pour exercer le métier. C'est ça, le lieu est très important, surtout pour la violence. Je n'ai jamais entendu parler de violence de femmes dans une maison close. Et au niveau de propreté? La propreté? Oui. Je ne suis jamais rentré dans une maison close. Je pense que c'est beaucoup mieux C'est beaucoup mieux. La clientèle est déjà très sélectionnée. Les maisons closes sont plus chères. Donc ça attire une certaine clientèle déjà plus... un niveau plus élevé que dans la rue ou dans une file vitrine, quoi. Est-ce que tu crois que la police il doit protéger les filles qui y travaillent? Est-ce que tu crois vraiment que ça doit sortir en loi qui dit ok, vous exercez votre métier et que tout ça se déroule bien? Je pense que là, il y a des brigades de mœurs qui sont faites pour ça, mais ne font pas très bien leur métier, puisque quand j'avais un bar, les mœurs descendaient souvent alors qu'il se passait énormément de choses. Ils n'ont jamais rien vu, donc je pense pas qu'ils feront leur métier à 100%. Je pense que la police ne sait rien faire. Ne sait pas faire grand-chose. Ou alors, quand ils sont sur une enquête, ça prend énormément de temps. Ils arrivent certainement trop tard aussi. Est-ce que tu crois qu'ils font quelque chose pour protéger la fille qui a été victime? Oui, certains y arrivent, d'autres n'y arrivent pas. Certains y arrivent. J'ai connu de bonnes brigades où ils s'occupaient bien. Dans certaines villes, dans d'autres villes, ils ferment les yeux. Non. Moi, j'ai un question un petit peu plus particulier parce que ça arrivait quand j'ai fait mon interview avec Angela qui était victime dans la violence conjugale. Elle me disait que quand elle a porté plainte contre son mari, la police elle a demandé son adresse. Effectivement, dans une plainte, la partie adverse, il peut voir l'adresse. Est-ce que dans les plaintes que les filles portaient, il y avait une anonymité ou tout, ils se savaient? En fait, ils ont souvent été voir ma femme pour qu'elle porte plainte. Ils savaient beaucoup de choses sur moi, mais tant que ma femme ne portait pas plainte, ils ne pouvaient rien faire en fait. Il fallait que ma femme porte plainte. Eux, s'il n'y a pas de plainte de la femme, ils ne savent rien faire. Mais est-ce qu'une fille, elle peut porter plainte, si tu sais, si tu es au courant de ça, dans l'anonymat? Non, apparemment non. Non, il faut ce témoignage. Et toi, tu vas savoir toujours qui est la fille qui a porté plainte contre toi? Oui, bien évidemment, puisque elle doit se présenter au tribunal également.
Est-ce que tu crois que c'est une de les raisons pour laquelle les filles ne portent pas plainte, par la peur? Souvent, oui. Souvent. Quasi même tout le temps. Je pense que c'est par la peur. Par la peur, oui. Alors, si je comprends bien par rapport à résumé qu'ils ont fait, tu étais un mec qui avait les filles, mais quand même tu prenais soin d'eux, tu voulais pas qu'ils se droguent, et aussi au niveau de la protection, tu faisais attention. Est-ce que tu connaissais quelqu'un de tes entourages qui traitait vraiment différemment la fille qui travaillait? Eh ben non, pas vraiment, pas vraiment. En fait, j'ai connu d'autres proxénètes, mais ils n'avaient qu'une seule fille, en fait. Ils n'avaient qu'une seule fille. Et bien souvent, ils n'avaient rien à dire. C'était un petit peu la femme qui décidait. Maintenant, oui, j'ai connu un, lui, qui a tué sa femme. Il a tué sa femme. C'est quoi la raison pour la tuer? Il a tué sa femme parce que, disons que, elle le trompait tout le temps. Malgré qu'elle avait peur de lui, elle ne s'empêchait pas de le tromper. Malgré qu'il la prévenait qu'il allait la tuer, elle a continué. Jusqu'au jour où elle est partie. Donc, il a pris une arme, il est allé la tuer. Et 2 heures après, il s'est suicidé, lui. Voilà. Mais il ne voulait pas se suicider sans l'avoir tué. Qu'est-ce qui se passe dans le cerveau d'un proxénète? En fait, toujours j'ai voulu faire une interview, et je te remercie beaucoup que tu es là aujourd'hui. Moi, c'est qu'est-ce que je veux savoir, surtout, c'est qu'est-ce qui se passe dans le cerveau, un proxénète, dans le sens... Tu me dis que tout c'est comme un film. Ok, mais... Est-ce que tu as des jours dans lesquels, par exemple, tu te sens pas bien? Est-ce que tu as des jours dans lesquels tu ressens... Tu te dis, je vais arrêter. Qu'est-ce qui se passe dans le cerveau? Il y a l'argent, ok, il y a l'argent, il y a la voiture, il y a la belle vie et tout ça. Il y a quelque chose qui déclenche ça, à part l'argent, à part la belle vie, à part tout ce qui te ramène. Qu'est-ce qu'il y a dans cette connexion, cette déclic qui dit je suis comme ça et je suis dans cette film, à part l'argent, à part la belle vie et tout ça? Travailler. Si tu arrêtes tout, tu dois aller travailler. De quoi tu vas vivre après? C'est dur d'arrêter ces choses. Il faut savoir aussi que... La facilité de vie, tu veux dire? La facilité de vie, oui. Je me vois mal me lever à 6 h du matin pour aller travailler. Donc même parfois, si c'est vrai que j'en avais marre, j'avais envie de tout laisser tomber, je ne pouvais pas, puisque j'allais vivre de quoi après? Je ne saurais pas aller travailler. Non. Et qu'est-ce que tu crois que ça peut se trouver comme solution pour que les gens qui ont pris cette habitude ils peuvent changer? Parce que voilà, tu dis à un moment donné, je voulais arrêter. Ok, mais tu ne peux pas trouver par exemple un autre métier, parce que par exemple tu n'as rien travaillé. Qu'est-ce que ça... Si on a une baguette magique, par exemple, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on doit changer pour que, par exemple, un Macron, aujourd'hui, il décide, voilà, moi, j'en ai marre, j'estime que je ne veux plus être comme ça. Qu'est-ce que ça peut lui aider pour qu'il puisse recommencer une vie normale? Alors là, je n'en ai aucune idée. Trouver un boulot qui lui convient, mais... Quand on gagne, on va dire, allez, 10 000, 15 000 euros par semaine, et que vous savez que vous allez retomber à 1 000, 1 500 euros par mois, je ne sais pas dans quoi il faut trouver. C'est dur, c'est très dur. La différence de l'argent, elle est là.
je ne sais pas vraiment qui pourrait arrêter ça. Moi, j'ai retrouvé un autre boulot qui me rapporte bien, qui est pas trop dur, mais je pense pas que si j'aurais eu cette idée-là, j'aurais arrêté. Est-ce qu'il y a des filles qui ont le même problème? Les filles qui ont commencé à travailler, qui ont gagné beaucoup d'argent, j'en connais très peu. Je n'ai même pas souvenir de me rappeler d'une qui a arrêté et qui est allée travailler normalement. Ça existe pourtant. Oui, c'est bien. C'est vraiment... De déclencher la barrière entre aujourd'hui j'ai gagné par exemple X, j'avais une belle vie et je dois assumer qu'à partir de demain je dois travailler un travail normal et que je vais avoir des problèmes financiers et que je dois assumer ça, qu'est-ce qui se passe dans ma vie. Pour toi c'est ça le plus gros souci pour arrêter autant que mec et autant que fille qui travaille aussi? Je pense qu'une fille doit avoir plus facile à arrêter qu'un proxénète en fait. La fille peut rencontrer l'amour de sa vie, être bien, avoir un travail normal, vivre plus heureuse qu'avec le travail. Mais le proxénète, je ne pense pas qu'il peut... Il y a beaucoup moins de choses qui réussissent à le faire. Est-ce que tu crois que toute cette fille-là, après avoir vécu tout cette choses s'est passé avec eux, par exemple tous les bagarres, tous les menaces et l'état dans lequel ils étaient, ils peuvent reconstruire leur vie et recommencer une nouvelle vie? Oui, bien sûr, mais il y aura toujours des séquelles du passé à laquelle elle pensera. Je pense que qu'une cicatrice ne s'efface pas comme ça. Est-ce qu'il y a des filles déjà qui ont mis fin à leur vie? Oui, je pense que j'ai déjà entendu des personnes qui ont mis fin à leur vie. Je ne connaissais pas personnellement, mais des histoires, j'en ai entendu des tas. Et si tu dois donner un conseil aujourd'hui à les filles qui veulent s'en sortir de les mecs et de la prison dans laquelle ils ont, comment ils peuvent le faire? Déjà, il ne faut pas qu'elle ait peur d'aller porter plainte. Un proxénète se croit invincible, on croit que rien ne peut lui arriver, mais si vous portez plainte, la police se chargera de lui. Maintenant, il faut avoir le courage d'y aller. Et vous serez tranquille après. Je suis sûr que vous n'allez pas avoir de représailles après. Et le jour quand il sort de prison? Il aura, si c'est comme moi, la prison m'a bien servi. Et je ne veux plus y retourner. Donc celui-là qui réfléchit bien, il ira. Il n'y aura pas de représailles. Et si tu as une baguette magique aujourd'hui, est-ce que tu changeras quelque chose de ton passé ou tu referas la même chose? Je referais la même chose, mais plus intelligemment. Dans quel sens? Garder l'argent, mettre l'argent de côté et avoir trop d'argent, ça ne sert à rien. Donc vraiment j'aurais dû construire vraiment ma vie avec la première. Et la première femme et la rendre heureuse, peut-être. Je sais pas. Et par rapport à la violence? À ce moment-là, je croyais que c'était pour leur bien, en fait. Je pensais que c'était pour leur bien, que la violence aurait servi à quelque chose pour arrêter, par exemple, qu'elles se droguent ou qu'elles ne cachent pas l'argent. Pour moi, c'était normal. Maintenant, c'est vrai que avec le recul, la violence, c'est très mal. Je ne supporte plus voir quelqu'un qui crie ou qui lève la main sur une femme. Alors tu changeras. Si la baguette magique elle est ici aujourd'hui, tu changeras ça aussi? Oui, c'est sûr que la violence, c'est une chose qu'on aimerait bien changer. Malheureusement, je pense pas que ça changera un jour. On espère, mais
Des hommes violents, il y en aura toujours. Est-ce que tu as encore quelque chose qui te tient à cœur et aujourd'hui tu as l'occasion d'en parler, il y a beaucoup de gens qui vont entendre ça. Est-ce que tu as quelque chose qui te tient à cœur et que tu aimerais bien lui dire ou un petit message à passer à toutes les filles qui sont victimes ou toutes les filles pour ne pas devenir victimes? Moi, tout ce qui m'importe là, c'est que mes filles ne subissent pas le même sort. Que ces filles-là, quoi. Maintenant, je sais plus trop quoi dire. Ok, moi, ça, qu'est-ce que je voulais dire, c'est que je te remercie tout d'abord pour cette interview et aussi d'être ici. Et je te félicite surtout pour la décision que tu as prise de ne plus être dans ce milieu et de reconstruire ta vie. Et là, aujourd'hui, ça montre que de les deux côtés, de la côté de la victime et de la côté de celui qui est entre guillemets l'agresseur ou le mec, on peut dire que de les deux côtés on peut changer la vie et qu'on peut reconstruire quelque chose de nouveau et on peut reconstruire un nouveau départ. Mais je pense qu'il va avoir besoin de force et de courage de le faire. Et surtout, dans le côté du mec, comme on a dit, de casser cette lien avec l'argent et d'accepter qu'à partir de demain, on ne gagnera pas la même chose et que la vie sera moins rose. C'est bien ça. C'est ça. Ouais. Je te remercie beaucoup pour cette interview et je te souhaite un bel venir et félicitations pour ton courage et qu'aujourd'hui tu n'es plus dans ce milieu. Merci beaucoup.